Et on remarque qu'il y a un goût pour la nostalgie dans le débat scolaire. Si je vous montre ce graphique par exemple, ici ce sont tous les articles qui sont parus sur l'école dans la presse française, depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, donc sur 50 ans. Et tous les articles qui évoquent le modèle ancien, c'est tous les articles qui parlent de l'école d'autrefois, d'une manière ou d'une autre. Alors l'école de la Troisième République, l'école de Jules Ferry, l'école de mon enfance, enfin voilà, c'est souvent une topique assez classique du discours sur l'école. On évoque l'école d'autrefois, d'une manière ou d'une autre. Et la courbe gris clair représente la proportion d'articles chaque année qui évoquent le modèle ancien, bien sûr, mais en même temps qu'une demande de changement. C'est-à-dire qu'en fait, ces articles, pour la plupart, évoquent le modèle ancien comme un contre-modèle, en disant il faut changer parce que l'école d'autrefois, elle est poussiéreuse, elle est dépassée, elle ne correspond plus à ce qu'il faut. Et la courbe noire, en revanche, elle représente la proportion d'articles qui évoquent le modèle ancien en même temps qu'un souci de préservation. C'est-à-dire que là, le modèle ancien est présenté comme un modèle qu'il faudrait suivre, qu'il faudrait préserver. Et on remarque une évolution quand même assez nette entre un recul de la demande de changement et une progression très nette de la volonté de préservation. Alors, il faut savoir que la presse, c'est une évolution aussi du discours de la presse. Depuis les années 80, la presse s'efforce d'être équilibrée. C'est le temps des journaux engagés qui ne présentaient qu'un seul côté est un peu révolu, sauf peut-être dans les journaux de droite, mais la grande presse consensuelle aujourd'hui, ce qu'on appelle les médias mainstream, ils essaient toujours de présenter les choses de façon équilibrée. Donc voilà, aujourd'hui c'est équilibré, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit bien que la baisse a été très progressive, et d'un côté comme de l'autre, enfin la baisse d'un côté et la hausse de l'autre, montre bien que le goût pour l'école d'autrefois a clairement progressé. Ce qui était un contre-modèle est devenu, au contraire, un modèle. Donc, il y a, d'une manière générale, je crois que ce débat sur le pédagogisme, cette polémique, moi je la trouve stérile parce que ce débat a contribué à promouvoir le modèle ancien de l'école, qui au fond est d'un secours assez limité pour résoudre les problèmes de l'école d'aujourd'hui. On a dit dans une séance précédente qu'il fallait réinventer l'école. Je ne suis pas sûr que l'école d'autrefois nous apporte beaucoup de clés pour réinventer l'école face aux soucis de la société d'aujourd'hui. Ou du moins, il faut savoir la regarder avec une certaine distance, ce qui n'est pas vraiment le cas de ce discours antipédagogiste qui est devenu très populaire et qui a animé un débat qui contribue en fait à multiplier les malentendus, quoi. On parle de l'école d'autrefois alors qu'on devrait parler de l'école de demain, et ça multiplie les malentendus et ça favorise, comme je l'ai dit, un repli sur des représentations qui, au bout du compte, des représentations qui contribuent à l'immobilisme du système. C'est vrai que si on se replie sur le modèle de l'école d'autrefois, c'est pas ça qui va favoriser l'invention, la réinvention de l'école. Alors face à ces blocages qui sont favorisés par le débat public, eh bien, il y a un milieu où on est moins bloqué. C'est dans le milieu que j'appelle alternatif et dans le milieu, dans l'enseignement privé. Alors l'audace alternative et le dynamisme du privé, je voudrais en dire un mot rapidement. C'est que il y a des milieux où les enseignants inventent, innovent, créent des choses différentes, mais très souvent, ça se passe à l'extérieur du système ordinaire. Ça se passe dans des écoles pilotes, des écoles expérimentales qui sont toujours très difficiles à créer, dans des établissements alternatifs, alors qui essaient d'être publics, parce que ce sont très souvent des militants de l'école publique qui créent ça, mais au besoin, ça sera privé. Ces établissements, au fond, quand on les crée, quand on accepte qu'ils soient créés, donc créés par des militants pédagogiques qui constituent des équipes autour d'un projet, qui s'inspirent de Freinet, qui s'inspirent de Montessori, qui s'inspirent de Ferrière, de Fernand Houry et autres, ces écoles alternatives, très souvent, elles finissent par se spécialiser, contre l'avis d'ailleurs de ceux qui les ont créées, par se spécialiser dans l'accueil des élèves en échec.
ça devient en fait très souvent le recours pour des établissements qui n'y arrivent plus avec certains élèves, qui disent ah bah tiens, il y a une école expérimentale qui s'est ouverte dans un autre quartier de la ville, bah tu devrais essayer là, hein, c'est un peu la dernière chance, quoi. Ce qui fait que si on prend un exemple, le collège Anne Frank à Mulsanne, dans la banlieue du Mans, qui a été créé par Marie-Danielle Pierlet, qui est une des grandes personnalités de l'innovation pédagogique et de la création d'établissements expérimentaux. Le collège Anne Frank, qui est souvent cité en exemple, il avait, parce que je sais pas où il en est aujourd'hui, mais dans les années qui ont suivi sa création, dans les 10 années qui ont suivi sa création, dans les années 90, il avait 102 élèves. C'est toujours des toutes petites structures, parce qu'on souhaite justement, si on veut avoir une vraie vie à l'échelle de l'établissement, eh bien on estime que c'est favorisé par le petit nombre. Donc on préfère plusieurs petits collèges qu'un gros. Il compte 102 élèves. Eh bien sur ces 102 élèves, vous en avez 99 qui bénéficiaient, là au début des années 2000, qui bénéficiaient d'un suivi psychologique. 99 élèves sur 102, c'est-à-dire presque tous, quoi, bon, qui avaient manifestement des difficultés importantes, des problèmes familiaux, personnels, des élèves 10, bon, c'est-à-dire des élèves qui sont d'habitude en minorité ailleurs, là ils sont en écrasante majorité. Ça veut dire qu'en fait on a scolarisé dans ces établissements des élèves qui n'y arrivent pas dans le système ordinaire. Et on a quantité d'autres exemples dans d'autres établissements du même genre. Alors pourquoi pas, hein, les enseignants qui sont impliqués dans ces projets acceptent de jouer ce rôle, et ils acceptent le principe de l'hétérogénéité, parce que la base de ces projets, c'est justement de trouver une solution face à l'hétérogénéité, d'assumer réellement l'hétérogénéité, et de refuser de se replier sur un modèle traditionnel en disant c'était mieux avant. Sauf que, d'abord, ça fait des établissements beaucoup plus difficiles à gérer, parce qu'on a des élèves qui ne sont pas forcément faciles tous les jours. Et puis, ça supprime tout l'intérêt expérimental, toute la dimension expérimentale. Parce que si on mène une expérience, c'est pour faire des choses, toutes choses égales par ailleurs. Une expérience, ça se fait toutes choses égales par ailleurs. D'ailleurs, très souvent, quand on fait une expérience, dans le laboratoire, on fait la même expérience sur un groupe témoin pour voir ce que ça donne. Donc, ici, c'est un établissement qui n'est équivalent à aucun autre, qui ne ressemble pas à un établissement ordinaire. Donc c'est comme ça qu'on dit, par exemple, que le centre expérimental de Saint-Nazaire, par exemple, qui est un lycée qui a été créé dans les années 80, au centre expérimental de Saint-Nazaire, il y a un taux de réussite au bac d'environ 30%. Alors on dit, ah, c'est une catastrophe. Ah bah oui, peut-être, mais ce qu'on répond, c'est très souvent, bah oui, mais la majorité des élèves qui vont dans ce lycée, de toute façon, n'auraient pas eu leur bac dans le système ordinaire. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai, en tout cas c'est le genre de discours que l'on tient. Par conséquent, au centre expérimental de Saint-Nazaire, ils auront beau dire « Ah bah tiens, nous on a une idée, on pratique ceci, on fait cela », on va leur répondre « Ah oui, mais ça c'est pour vos élèves spéciaux, à vous, et ce n'est pas généralisable ». Donc, le statut expérimental de ces établissements, au fond, n'est pas opératoire. Ça peut marcher dans ces établissements, mais on envisage difficilement une généralisation parce que les autres établissements sont très très différents. Donc, ces établissements peuvent être dynamiques, comme par exemple le collège Clistène. Clistène, ça veut dire collège-lycée d'initiative citoyenne. Le collège Clistène à Bordeaux, qui a donné lieu à ce livre très intéressant de Luc Sédel, Un plaisir de collège, où il décrit ce qui se passe et comment ça fonctionne à Clistène. C'est très très inspirant. Vous avez pas mal de livres comme ça qui présentent des expériences, et vous avez aussi Bonne nouvelle de l'école. Je ne me souviens plus du titre, vous trouverez de toute façon Bonne nouvelle de l'école aux éditions Autrement, qui présente toute une série d'expérimentations. Donc c'est très, très stimulant, et ça montre que des choses sont possibles. Mais ce sont des expérimentations qui sont condamnées à rester à la marge. C'est tout le problème, alors qu'elles voudraient être... les militants pédagogiques qui ont créé ça voudraient être des pionniers, voudraient être des initiateurs d'un mouvement qui se généraliserait, et en fait, ils restent des marginaux. C'est le problème. Alors l'autre aspect dynamique, c'est ce qui se passe dans l'enseignement privé. Dans l'enseignement privé, vous avez d'abord ceux qui profitent des difficultés de l'école publique. Ce sont les officines de soutien scolaire. Alors, le Wall Street Institute,
Academia. Bon, le marché du soutien scolaire, en 2016, c'était 2 milliards d'euros en France, chaque année. C'est un marché qui fonctionne, ce sont des entreprises cotées en bourse, ce sont des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent et qui gagnent de l'argent grâce à l'échec, justement, du système ordinaire. Je dirais que le développement et la popularité du soutien scolaire, c'est un peu le reflet de la difficulté de l'école ordinaire et de son incapacité à résoudre des problèmes qui, c'est vrai, sont particulièrement difficiles à résoudre. Je n'ai pas la solution dans ma poche. En même temps, je voudrais souligner un autre aspect de l'enseignement privé. C'est là, cette fois-ci, les écoles privées, non plus les officines de soutien scolaire, mais les écoles privées, vraiment, qui sont très souvent sous contrat. C'est-à-dire sous contrat, ça veut dire qu'elles font la même chose que dans le public, les mêmes programmes, les mêmes horaires, mais les enseignants sont payés par l'État. Donc ça leur permet d'avoir un tarif assez modique et de pouvoir scolariser des enfants issus de tous les milieux sociaux, peut-être pas des milieux les plus populaires, mais au moins de milieux de classe moyenne, voire même de classe moyenne inférieure. Le privé n'est pas réservé aux riches en France, sauf le privé hors contrat, là c'est particulier. Alors, qu'est-ce qui marche dans l'enseignement privé? D'abord, est-ce que ça marche? Eh bien, on dispose depuis quelques années, maintenant depuis quelques décennies, d'un classement des lycées en fonction de leur taux de réussite au bac. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous avez des lycées qui sélectionnent leurs élèves à l'entrée, donc ils auront forcément un bon taux de réussite au bac. On s'est rendu compte de ça, donc ce classement des lycées, on l'a remis en question et on a refait des calculs extrêmement complexes pour calculer le taux de valeur ajoutée du lycée, c'est-à-dire en prenant en compte le recrutement du lycée, les résultats attendus en fonction du recrutement, et on compare ça aux résultats réels. Et donc c'est un type de classement qui a quand même une certaine fiabilité maintenant. Alors si on regarde quels sont les meilleurs lycées de France, eh bien sur les 100 meilleurs lycées, vous en avez 63 qui sont privés. 63, donc 63%. Alors est-ce que 63% des lycées sont privés en France? Non. En fait, seuls 17% des lycées sont privés. Donc avec 17% des meilleurs lycées, avec 17% des lycées, le privé réussit à faire 63% des meilleurs. Là, il y a un problème. Alors, ça ne veut pas dire que le privé est tout le temps meilleur. Ça veut dire que le lycée a plus d'établissements parmi les meilleurs. Mais si ça se trouve, il en a aussi plus parmi les plus mauvais. Enfin, j'ai pas la réponse à ça. Simplement, je pense que ça doit interpeller l'enseignement public à se demander ce qui fait que le privé réussit ses prouesses. Tous les établissements privés ne réussissent pas toutes ces prouesses. Mais il y a des établissements privés qui les réussissent. Des établissements publics aussi, mais apparemment ça marche mieux dans le privé. Donc, comment c'est possible? Il y a quelques facteurs qui peuvent expliquer ça. Par exemple, dans le privé, il y a une très forte cohésion de l'équipe enseignante. Bien sûr, pas dans tous les établissements privés. Mais c'est une tendance qui est quand même beaucoup plus forte dans le privé que dans le public. Il y a une cohésion, il y a une vie d'équipe. Il y a un travail à l'échelle de l'établissement. L'établissement a une identité, l'établissement a des rituels, l'établissement a des traditions. Et ça permet d'avoir une vraie vie à l'échelle de l'établissement. D'ailleurs, les établissements privés sont souvent plus petits que les établissements publics. Et puis, dans les établissements privés, le directeur est très souvent un enseignant. C'est très souvent une émanation de l'équipe enseignante. Alors bien sûr, il est nommé par le diocèse, mais le diocèse le choisit dans l'équipe enseignante. Et puis, le privé a souvent une réactivité plus grande que dans le public. Quand il y a une nouvelle option qui apparaît, dans le privé, très souvent, on essaie de créer cette option parce qu'on fait de la communication. Et le privé fait beaucoup de communication vis-à-vis de l'extérieur. D'ailleurs, ça explique qu'il soit relativement populaire parce qu'il faut savoir que le privé refuse du monde. Aujourd'hui, pour s'inscrire dans le privé, c'est difficile, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de candidats que de places. Je crois que si les gens le pouvaient, le public perdrait beaucoup d'élèves et il y aurait beaucoup plus que 20% des élèves dans le privé en France.